toutes et à tous. Merci de vous être déplacés jusqu'à nous pour écouter un groupe de chercheurs. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter qu'est-ce que la recherche peut faire pour l'économie circulaire et plus généralement pour un développement plus durable de notre monde. Donc on va vous parler de quelque chose que nous avons créé. Nous avons créé une société savante, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de société savante, qui s'appelle l'AIFREC, Association interdisciplinaire française pour la recherche en économie circulaire. Donc on vous présentera cette association dans un petit moment, mais pour commencer, on va discuter d'abord qui nous sommes. Donc nous sommes issus tous les quatre d'un projet qui est porté par l'Université de Toulouse, qui s'appelle le projet MUTEC pour mutation économique et transition écologique et économie circulaire. Autour de ce projet, il y a un projet occitan, donc avec 36 laboratoires, 180 chercheurs sur l'Occitanie, qui s'appelle Circulade. Et ensuite, nous avons aussi créé cette association qui est là une portée nationale et on vous donnera les missions, les objectifs de cette association un petit peu tout à l'heure. Le pourquoi. Pourquoi on s'intéresse à l'économie circulaire. Donc pour essayer de vous donner une petite idée de ça, j'ai représenté sur ce diagramme qui est issu de données de l'Union européenne, donc c'est pas quelque chose qui est un travail de chercheur, c'est pas quelque chose d'inventé. Ça s'appelle un diagramme de flux de matériaux. Donc on a des lignes qui sont sur ce diagramme-là et dont l'épaisseur varie en fonction de la quantité. Facile à comprendre, on se moque un petit peu de l'unité, c'est pas grave, c'est en milliers de tonnes, mais c'est pas très grave ça non plus. L'année de représentation ici, c'est 2010. Donc il y a maintenant 15 ans. Il y a 15 ans, voilà un petit peu ce qui se passe à l'Union Européenne. C'est ça, l'Union Européenne, d'accord. Donc il y a des matériaux qui rentrent, une certaine partie qui est extraite sur notre propre sol. Donc vous voyez, grosse barre. Une partie qui est importée avec tous les produits que l'on achète. Elle est utilisée. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il y a une partie qui est créée ici qui va faire de l'accumulation de matière, ce sont tous les objets, les bâtiments, etc. que l'on fait sur notre sol et que l'on garde. Une partie qui va partir en déchets enfouis. Une partie qui va être recyclée pour rentrer et recontribuer à la fabrication d'objets. Une partie qui est exportée. En termes de masse, c'est pas grand chose pour l'Union Européenne. Une partie qui est renvoyée dans l'air, ce sont toutes les émissions. Si on regarde un peu les couleurs, c'est les émissions dues à la biomasse et des émissions dues en rose ici aux vecteurs énergétiques fossiles, pétrole, gaz et charbon. Voilà en termes de masse ce qui se passe. Je vous passe les petites flèches qui sont pas très importantes. Alors ce qui est, de mon point de vue, de notre point de vue, remarquable sur ce type de représentation, c'est de se dire, voilà le trou que l'on creuse, d'accord, on le prend dans le sol, on en accumule une partie, et voilà la quantité qu'on recycle. Donc en 2010, c'est pas quelque chose qui est, d'un point de vue masse, d'un point de vue flux massique, quelque chose qui est représentatif et qui est extrêmement important en termes de quantité. Donc on se dit, depuis 2010, quand même, il a dû se passer des choses. On parle beaucoup de recyclage, on a chacun nos poubelles à la maison, les entreprises communiquent beaucoup sur leur réutilisation des matériaux. Et en fait, on peut voir ici, en 2022, donc presque 15 ans plus tard, je vous repasse la différence entre les deux. 2010, 2022, vous voyez, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc pour nous, c'est la source du problème. C'est-à-dire la source du problème, elle est bien on creuse. Et quand on creuse, on emprunte aux générations suivantes. Donc on utilise du matériau pour notre bien-être, pour notre plaisir, pour notre économie, pour faire du PIB. Mais par contre, on ne se préoccupe pas du tout de ce qui va rester. Et ça, on peut enlever les hommes, ça va rester comme dette. D'accord? C'est la dette qu'on a vis-à-vis de la nature, vis-à-vis des générations futures, et ça aura un impact beaucoup plus important que la dette de la sécurité sociale, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc sur cette base-là, l'idée c'est de regarder est-ce qu'on peut modifier notre économie, la faire marcher un petit peu différemment pour éviter de trop creuser cette dette, et je donne la parole à mon collègue Gabriel Colettis, qui va nous expliquer un petit peu ça. Voilà, donc en fait, ce que l'on souhaite vous expliquer, montrer, c'est que l'économie dans laquelle on se trouve est principalement une économie linéaire.
L'économie linéaire, vous en avez certainement entendu parler. C'est une économie qui suit une séquence qui est celle que Pascal a décrite, qui consiste à prélever sur la nature. On prélève, on effectue un prélèvement de différentes natures et ensuite on transforme ce qui a été prélevé, on consomme et on jette. Et ça, c'est le modèle de l'économie linéaire tel qu'il fonctionne depuis très longtemps. Alors qu'on l'appelle anthropocène ou qu'on l'appelle capitalocène, on peut rentrer, si vous voulez, dans ce débat-là plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que l'économie linéaire, eh bien, quelque part, nous mène dans une impasse. C'est l'impasse que Pascal a commencé à décrire. Donc, ce que nous, on propose, c'est de basculer progressivement du modèle de l'économie linéaire au modèle d'une économie qui serait circulaire, ou en tout cas plus circulaire. Et là, ce qui est sûr, c'est que les flux de prélèvement, tout ce qui est prélevé, tout ce qui est extrait, doit nécessairement diminuer pour éviter en quelque sorte cet épuisement et pour éviter une dette écologique par rapport aux générations futures. Et ce qu'il faut pour ce faire, eh bien, c'est justement penser cette économie circulaire afin de respecter les limites planétaires, les limites de la biosphère dont vous avez certainement entendu parler aussi. On a parlé de recyclage. Alors, on va peut-être dans le débat approfondir ce qu'on entend par recyclage, mais ici, ce que nous faisons, c'est essayer de différencier les différents termes parce que l'économie circulaire ne se confond pas avec le recyclage. Même si le recyclage est une modalité possible de l'économie circulaire, elle n'est pas la seule, elle n'est pas toujours la meilleure, et c'est pourquoi on distingue le recyclage du réemploi. Le réemploi, c'est par exemple réemployer une bouteille. Réemployer une bouteille, c'est la consigne. C'est pas la même chose que de la casser pour la recycler. Vous voyez bien les différences entre les deux. La réutilisation, c'est pas exactement la même chose que le réemploi parce que la réutilisation suppose un détournement de l'objet. C'est-à-dire qu'un objet est pensé avec une certaine fonctionnalité à un moment donné et on va détourner l'objet en question. Donc par exemple, on va transformer un volet en table. Ce n'est pas un réemploi, c'est une réutilisation. Donc dans la réutilisation, il y a bien une opération de transformation. Et après, je ne vais pas trop développer chacune des modalités. On trouvera le reconditionnement qui n'est pas exactement la réutilisation, le remanufacturing qui n'est pas non plus le reconditionnement. Donc on a produit toute une réflexion, si vous voulez, pour différencier ces différents termes qui correspondent à une sorte de premier étage de l'économie circulaire. Et si on veut aller plus loin dans le sens d'une économie circulaire, si on veut effectivement diminuer sensiblement les prélèvements sur la nature, eh bien, il y a un autre étage qui est tout aussi important, qui est très ambitieux, qui consiste à accroître la durabilité des équipements. Mais là encore, accroître la durabilité des équipements, il y a beaucoup d'options pour accroître la durabilité des équipements, comme il y a l'inverse de cela qui est l'obsolescence des équipements évidemment. Donc ici, eh bien, cette durabilité, elle peut être accrue par la réparabilité, mais là aussi, il y a beaucoup d'options de réparabilité, là je ne rentre pas dans les détails. La modularité, l'interopérabilité entre les équipements, et puis, au-delà de la durabilité, il y a aussi le partage. Est-ce qu'il faut nécessairement qu'on soit propriétaire de tous les biens que nous utilisons ? Pour répondre non, et on peut donc se dire que si effectivement on partage les mêmes biens, si plusieurs personnes accèdent plutôt que d'être propriétaires aux mêmes biens, on aura nécessairement besoin de moins de biens et on rentrera effectivement dans une économie qui est une économie qui prélèvera, finalement c'est l'objectif, le moins possible sur la nature. Voilà, alors différentes options. Ces différentes options, elles ont des qualités, elles ont des inconvénients. Notre point de vue ici, c'est qu'elles doivent être évaluées au cas par cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que telle option est systématiquement la meilleure, celle-ci n'est pas la bonne. Donc il faut, en fonction des situations dans lesquelles on se trouve, choisir la meilleure ou les meilleures des options possibles. Voilà. Et pour faire cela, eh bien, il faut évaluer chacune des situations, voir s'il n'y a pas des effets pervers, voir s'il n'y a pas des effets secondaires. Quand on recycle une bouteille, est-ce qu'il n'y a pas des effets secondaires, des effets négatifs qui sont produits lors du recyclage ? Voilà, alors justement, juste pour dire un mot sur le recyclage, en fait ce recyclage qui est effectivement une pratique qui est souvent confondue avec l'économie circulaire, alors que en fait cette pratique-là est différente, en tout cas elle ne résume pas l'économie circulaire. Très souvent, les limites du recyclage que l'on ne voit pas nécessairement, c'est un coût énergétique qui peut être
très élevé. Recycler quelque chose, souvent ça implique beaucoup d'énergie. Une séparation très difficile des matériaux, parce que plus le produit va être complexe, plus il va incorporer des matériaux différents, plus le recyclage va être difficile, et séparer les matériaux est une opération difficile. Et puis également les coûts de collecte qui peuvent être très importants. Voilà, donc en fait, pour aller dans la logique que j'indiquais tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est bien sûr tenter de lutter aussi contre toutes les pratiques qui aboutissent à la surconsommation, en se méfiant d'un effet dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'effet rebond. L'effet rebond, c'est un effet qui consiste à dire, ok, chaque équipement que nous utilisons est peut-être plus performant, plus économe en énergie, mais ce faisant, on utilise de plus en plus d'équipements. Les avions d'aujourd'hui sont plus performants qu'ils l'étaient, moins polluants qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans, mais il y a beaucoup plus d'avions, beaucoup plus de voitures, etc. etc. Donc cet effet rebond est très, très important et peut annuler en quelque sorte l'efficience qui a été réalisée sur les autres produits. Voilà, donc juste la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces différentes solutions sont équivalentes? La réponse est non. Est-ce qu'elles sont substituables? Généralement non. On préfère plutôt une solution ou une autre solution. Bon, il faut faire attention aussi quand on prétend recycler. Est-ce que le recyclage se fait à l'identique? Très souvent, quand vous recyclez quelque chose, en réalité, vous le décyclez. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites perdre à la chose que vous recyclez une partie de ses propriétés. Nous pensons aussi qu'il faut dépasser les questions techniques et insérer toutes les questions que nous évoquons ici dans un débat qui est plus un débat social et sociétal, avec comme perspective une moindre pression sur la consommation de ressources. Et tout ceci se fait assez souvent dans une optique de proximité, c'est-à-dire que l'économie circulaire dont nous parlons est une économie également, pas toujours, mais souvent une économie de proximité. C'est en rapprochant les acteurs les uns avec les autres qu'effectivement les solutions qu'on a déjà évoquées peuvent fonctionner dans une meilleure condition. Merci Gabriel. Donc je vais repartir de ce transparence en reprendre les choses, mais juste en vous disant, c'est tout, maintenant qu'on a fait un petit tour de ce que l'on pense être l'économie circulaire, ce qui n'est pas évident, on verra tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de définitions, on a essayé un petit peu de la simplifier. L'idée c'est de vous dire qu'est-ce que peuvent faire les chercheurs là-dessus. La première chose qui est nécessaire pour eux et qui est un acquis de nos premières réunions, et il y a quelques années maintenant, c'est de dire on ne peut rien avec un seul domaine d'activité scientifique. C'est la même chose pour l'économie circulaire, un acteur tout seul ne peut rien faire. D'accord ? Donc pour faire ça, il faut de l'interdisciplinarité, de l'intersectorialité, tout ce que vous voulez, mais il faut se mettre à plusieurs, être capable de discuter et d'avancer avec un objectif commun. Donc ce qu'on a créé, nous, c'est une société savante dont l'objectif est d'être interdisciplinaire, c'est-à-dire de rassembler en France l'ensemble des gens qui ont l'intention de chercher sur l'économie circulaire. Donc je vais aller très rapidement vous présenter cette association. Elle a un objet, c'est une association de type loi 1901, c'est contribuer à l'émergence, au renforcement et au rayonnement national et international de la recherche française interdisciplinaire en économie circulaire, en rassemblant toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, c'est-à-dire un chercheur ou bien un laboratoire ou bien une entreprise, quel que soit leur secteur d'activité, tous les domaines, publics ou privés. Voilà, donc c'est quelque chose qui est totalement inclusif. Je ne vais pas détailler l'ensemble des missions parce qu'on aurait pour tout le reste du temps, mais on retrouve là-dedans les objectifs généraux de toutes les sociétés savantes, qui est de contribuer au développement de la science et de conserver la mémoire de ces recherches. Ça, c'est extrêmement important. Et si vous suivez un petit peu les actualités internationales, vous voyez que des pans entiers de recherche peuvent disparaître du jour au lendemain par le simple fait du roi. D'accord ? Donc pour essayer d'éviter ça, il faut être en commun, être capable de dire on sait où on l'a rangé et on ira le chercher et au moment où on en a besoin. Et le deuxième grand type d'objectif, c'est d'être un groupe qui soit capable de discuter avec les gens qui ont besoin de l'économie circulaire. Et ces gens, ce sont des entreprises, certes, mais pas que, des consommateurs, des citoyens, des associations, des collectivités locales.
des politiques, donc ils prennent des décisions. Et l'idée, c'est de leur amener les informations de bonne qualité, des informations vérifiées, et pas des idées qui puissent être qualifiées une fois de greenwashing et une autre fois de écoterrorisme. Voilà un petit peu l'idée. Avec une dernière ligne, puisque j'en vois ici, c'est de promouvoir aussi la recherche des jeunes. Pourquoi ? Parce que nous, on est un peu vieux, on peut se permettre de faire ça, et eux, il faut qu'ils continuent le boulot pendant encore, je pense, un certain nombre d'années. Première chose que l'on a faite, c'est de retravailler la définition pour arriver à une définition simplifiée que va vous présenter Ludovic, un autre de nos collègues. Merci Pascal. Donc, comme on vous l'a dit, travailler sur l'économie circulaire, pour nous, c'est important d'avoir une définition commune. Il en existe plus de 220. Et en fait, on a travaillé, on est allé chercher une recherche bibliographique et pour aller chercher la définition qui nous paraît la plus pertinente et celle qui nous parle le plus. Donc, vous pouvez la lire, elle est inspirée en fait de deux chercheurs qui ont travaillé sur l'économie circulaire. Ce qui est important de dire, c'est que, je vous la laisse la lire, tous les mots en fait ont été pesés et en fait ce qu'on a rajouté, qui nous paraît le plus important, c'est « et ce sur un temps long ». Donc on veut aller vers l'économie circulaire, c'est une problématique d'aujourd'hui, de demain, mais aussi dans le futur. Donc il est important de prendre en compte la totalité des différents prismes de l'économie circulaire pour que ce soit une solution qui soit pérenne et durable. Non. Merci. L'économie circulaire, donc, on peut la traiter à différents points, à différents niveaux. Ça peut être au niveau nano, là dans l'exemple c'est un t-shirt. On peut l'avoir au niveau d'une entreprise, plutôt le niveau micro, de la filière, le niveau méso, et le niveau macro qui va être en fait l'État. Quelque chose. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que ces niveaux, qu'ils soient nano, micro, méso, ne soient pas des niveaux administratifs. C'est quelque chose qui est important de dire. C'est pas un réseau administratif. Ne voyez pas en fait le département, la région, l'État, etc. Donc c'est comme on vous l'a dit précédemment, les problématiques d'économie circulaire doivent se résoudre cas par cas, et chaque cas en fait va avoir un niveau qui est préférentiel. Soit on s'intéresse à un niveau, par exemple le t-shirt, et le niveau préférentiel ça va être le t-shirt. Si on s'intéresse à une chaîne logistique, le niveau préférentiel ça sera plutôt le niveau méso avec la filière, etc. Du coup, la totalité des niveaux sont pris en compte, mais il y a plusieurs des niveaux qui sont préférentiels où on va avoir le plus d'impact. L'autre composante qui est importante de dire, c'est que l'économie circulaire, en fait, elle doit prendre en compte la totalité de notre vision, de notre nature. Donc on a le premier point, en fait, c'est la nature, c'est vers quoi on veut aller, c'est pourquoi on veut aller vers l'économie circulaire en particulier. Il y a notre société, il y a la partie socio-économique, il y a la partie économique, il y a aussi la partie financière, il ne faut pas l'oublier. On est dans un monde qui est fortement gouverné par la finance. Et puis après, vous avez la partie matière et technique, et là, vous avez des solutions très techniques. En fait, de ces solutions très techniques, en fait, on va avoir de travailler sur les fameux R dont Gabriel vous a parlé en préambule, qui sont en fait réduire, réutiliser, recycler et récupérer. Mais si on veut aller vers des R en fait, qui sont plus macroscopiques dans leur aspect, ben en fait, on va avoir le R qui s'appelle Rethink, repenser. Et là, en fait, on va devoir repenser à la fois nos solutions, mais aussi nos organisations, nos chaînes logistiques pour aller vers cette partie-là. Bien sûr, l'idée c'est de minimiser l'extraction et de minimiser le rejet et de faire en sorte que les boucles des 4R soient le maximum recyclées si le cas le permet. L'autre partie importante, en fait, l'économie circulaire, elle doit pas être, cette question d'économie circulaire, de notre point de vue, elle ne doit pas être dissociée du mot territoire. Et le mot territoire, je l'aime le définir comme le propose Gabriel ici présent. Et pareil, tous les mots en fait sont pesés. C'est le territoire est révélé par le jeu d'acteurs engagés dans une situation de coordination située dans le temps et l'espace, et en prenant en compte la dynamique du projet. Donc c'est-à-dire que du coup, si on veut avoir une économie circulaire qui soit pérenne et durable, il faut aller chercher l'ensemble des acteurs dans les différents niveaux que vous avez vus précédemment, qui sont micro, nano, etc. Et de savoir quel rôle ils vont jouer, quels acteurs, quels jeux vont avoir ces acteurs. Comment ils vont interagir les uns avec les autres? Est-ce qu'ils sont tous collaboratifs, coopératifs? Est-ce qu'ils sont en concurrence?
est-ce que un va vouloir tirer plutôt la couverture vers la finance, l'autre plutôt vers l'environnement, etc. Donc ça, c'est des choses qu'il faut se poser comme question pour aller vers l'économie circulaire. Et aussi, quelle transition? Pour ce faire, il existe des méthodologies, juste pour vous illustrer. Donc ça, ce sont pour vous montrer en fait l'importance de la partie en fait de différentes sciences. Donc ça, ce sont en fait des modèles qui sont tirés des sciences sociales avec l'analyse des parties prenantes, où on va avoir des diagrammes comme cela, où on va avoir plutôt l'engagement organisationnel, l'engagement sociétal, et de voir comment ces différents acteurs collaborent les uns avec les autres et comment on les positionne, comment eux se positionnent sur ces cartes. On peut aussi avoir une autre représentation qui est en fait une représentation en fonction de sa proximité géographique et de sa proximité organisationnelle. Et dans le mot organisationnel, il y a à la fois la partie organisation et culture. Si je suis une association, je n'aurai peut-être pas la même culture que si je suis un grand groupe issu du 440. Donc je ne vais peut-être pas réagir de la même façon, et donc je vais, à travers ce jeu de cartes, qui sont tirées ici de l'école de la proximité, je vais pouvoir représenter mes différents cas de l'économie circulaire. Et bien sûr, sur ces cartes-là, je peux refaire réapparaître mes niveaux que j'avais vus tout à l'heure, qui sont le niveau ici macro, méso et micro, qui me semblent pertinents. Donc là, ce sont juste pour illustrer mes propos. L'autre question qu'on doit se poser aussi, donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de questions pour aller vers l'économie circulaire, c'est pour quelle transition? Donc il va falloir aller chercher, par rapport là, donc il y a le point A et le point B. Comment on va du point A au point B, sachant que le point A c'est le point d'aujourd'hui, c'est la vision économie linéaire, et comment on va vers le point B, sachant que chaque acteur, mais du coup, il va vouloir, certains vont avoir des indicateurs qui veulent pousser, d'autres diminuer, comme vous pouvez le voir sur le graphe de gauche. Et pareil, quelle transition? Est-ce que c'est une transition où on va mettre peu d'efforts au départ, et puis on va pouvoir plutôt mettre l'effort sur la fin, puisqu'on a une certaine dynamique, on va aller au gré du vent, ça va avancer, ça va suivre, ou on veut avoir quelque chose de linéaire, ou voilà. Donc il y a aussi toutes ces questions-là et comment on va y répondre. Donc pour conclure sur cette partie-là, à partir de ce jeu d'acteurs, de ce territoire, on va pouvoir en fait se poser la question quels sont les acteurs qui sont présents, vers quelle transition, quel jeu d'acteurs. Donc là c'est un exemple de ce qu'on a pu faire avec la déchetterie de Déco7 et sur la valorisation des produits pour deuxième vie. Donc là, vous avez un jeu d'acteurs, vous voyez que ça peut être rapidement complexe. Et vers quel objectif on veut aller. Donc ça, c'est toi. Merci. Bien. Je vais continuer cet exposé avec un exemple très simple que tout le monde connaît, c'est le recyclage du verre. On est tous habitués à apporter nos verres, nos bouteilles et nos bocaux dans les conteneurs verts pour le recyclage, et on est content de ce geste écologique que presque tout le monde le fait actuellement. Mais vous allez voir que c'est pas si écologique que ça et c'est pas si simple que ça. Et donc on peut se demander quelle est la bonne solution. Est-ce que c'est le recyclage ou par exemple d'autres façons de régler ce problème par la consigne, par exemple. Donc, la consigne rentre dans le cadre de la réutilisation. Tu peux passer. Alors, si on s'intéresse au cycle de vie du verre, par exemple les bouteilles en verre, eh bien, la partie verte ici concerne la fabrication. Donc, on va fabriquer les verres à partir des matières premières qui sont des minerais naturels. Donc, on extrait, on continue d'extraire et creuser des trous. On produit nos verres, on les envoie à l'exportation, on va importer aussi, et puis on va les remplir avec le contenu qui nous intéresse, puisque le verre, ce n'est qu'un emballage, finalement. Et on va consommer, donc ici, c'est la partie consommateur. On va consommer le contenu de ces verres, de ces bocaux et de ces bouteilles. Et qu'est-ce qu'on fait avec les bouteilles? On les amène dans le conteneur vert et on a fait notre geste écologique. Eh bien, c'est la fin de vie du verre qui commence. La fin de vie, c'est à partir de ce bocal vert, de ce conteneur vert, qui sera pris en charge par différents organismes, entreprises, etc., et qui font suivre au verre une deuxième vie, c'est le circuit rouge, donc c'est la fin de vie. Alors,
parfois du verre va se retrouver dans les incinérateurs ou dans les centres de stockage des déchets, un peu par erreur ou non. Mais la plupart, donc, normalement, se retrouvent dans le circuit du recyclage. Il va devenir une poudre de verre, donc qu'on appelle le calcin. Et cette poudre, donc issue d'un broyage par des entreprises qui vivent avec ça, va être retournée dans le circuit de fabrication du verre pour remplacer une partie des matières naturelles, donc des matières premières naturelles, et pour éviter d'en extraire toujours encore plus. Donc on peut dire qu'on a réglé une partie de la consommation des matières par le recyclage du calcin. Eh bien, on s'est dit, faisons un exercice très simple et voir quels sont les impacts environnementaux du recyclage du verre, ici, donc avec les différentes étapes du cycle de vie, fabrication, utilisation et fin de vie, par la fabrication du calcin et refonte et revers. Ou alors un scénario de consigne où le verre, une fois qu'on a utilisé le contenu, on va l'amener quelque part à un acteur économique qui va lui le ré-remplir et nous on va le réutiliser et lui il va le ré-remplir et réutiliser une fois. À la fin, quand il sera cassé, notre bocal ou la bouteille vont revenir dans le circuit de fabrication du verre. Et on s'est intéressé ici à un cas concret, donc avec les acteurs du territoire. Ça concerne une entreprise de vente alimentaire, donc sur Toulouse, qui utilise la consigne du verre et non pas des emballages en plastique ou autre matière. Et donc le recyclage, donc, on l'a représenté ici. Donc qu'est-ce qui se passerait si tous on va amener notre bocal dans le conteneur vert et il sera recyclé, ou alors qu'est-ce qui se passe si on réutilise une fois ici avec un N qui peut varier, au lieu d'aller le jeter directement. Donc on va l'amener à l'acteur économique qui va s'en servir de nouveau après un lavage, désinfection évidemment. Donc on peut vous présenter des résultats des impacts environnementaux de ces deux cas, ces deux scénarios. Oui. Donc ici vous avez les résultats pour le réchauffement climatique. Donc en vert, c'est la consigne et en orange, c'est le résultat pour le recyclage. Donc recyclage, ça veut dire la refonte du verre après chaque utilisation, réfabrication de la bouteille et ça recommence. Et donc, si on fait par exemple 20 utilisations, c'est-à-dire j'achète 20 fois ma bouteille, une bouteille, mais ça sera toujours différente dans le cas du recyclage, alors que par la consigne, on peut dire que c'est la même bouteille 20 fois. Donc on voit bien la différence, elle est énorme entre le recyclage et la consigne. Et cette différence apparaît juste après deux cycles. Donc si on utilise déjà notre bouteille 2 fois, on a déjà gagné pas mal par rapport au recyclage. Donc là, c'est utilisation 2 fois, là, c'est utilisation 20 fois. Donc plus on utilise, plus on creuse l'écart entre le recyclage et la consigne. Et là, donc, vous avez aussi des résultats pour d'autres impacts environnementaux, les écosystèmes, la biodiversité, la santé humaine, les ressources fossiles ou minérales, etc. Donc on voit bien que le recyclage reste quand même quelque chose qui peut être, si on l'abandonne, amélioré par d'autres moyens de faire de l'économie circulaire, par exemple le réemploi. Tu peux passer. Et donc ici, quelques aspects économiques, pour autant très difficiles à voir parce que c'est beaucoup moins transparent que les flux de matière. Les flux économiques entre les acteurs, souvent ça reste un peu secret, on va dire. Donc une analyse économique est un peu plus difficile à faire par nous. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quelque chose qui distord un peu notre bon sens. Par exemple, la collecte de verre à partir des conteneurs se fait par des collectivités locales qui, elles, ont un coût. Et elles vont revendre le prix de la vente, il est bien inférieur au coût de la collecte de verre à recycler. Et puis, il y a toute l'industrie du recyclage qui est là, et l'industrie du verre qui est au centre,
qui a certains coûts, qui va revendre les bouteilles. Et finalement, on peut estimer un coût de la bouteille à, par exemple, 0,4 € par bouteille. Mais dans ce coût-là, il y a aussi une éco-contribution, donc un coût qui revient pour les collectivités locales puisqu'elles ont payé pour la collecte. Donc ça veut dire que nous, finalement, c'est nous qui payons ça. On paye cette éco-contribution avec une conscience tranquille, mais c'est pour quelque chose qui n'est pas si vertueux que ça. Donc voilà un exemple simple, mais qui se révèle quand même assez complexe. Comment changer les choses? Eh bien, il faut changer tout ce circuit économique, en fait, ce qui n'est pas facile, puisqu'il est bien établi. Les organismes sont là, les industriels sont là, ils ont leur programme, leur planning, etc., leurs objectifs de bénéfices, etc. Eh bien, ça, c'est une grande question. Comment changer? Merci Ligia. Donc, pour terminer, à la suite à ces quelques exemples que l'on a choisis volontairement très simples, pour qu'il n'y ait pas de discussion sur le résultat, hein, je crois que c'est évident pour tout le monde que la consigne est plus favorable que fondre du verre pour refaire des bouteilles. Mais bon, ça peut se calculer aussi. L'idée, c'est, avec cet exemple, de dire on peut faire la même chose sur tout un tas d'autres exemples. Et c'est le seul moyen raisonnable pour dire cette solution est meilleure qu'une autre. Il faut regarder l'aspect économique, mais pas que, loin de pas que, l'aspect environnemental, l'aspect sociétal, est-ce que ça crée, est-ce que ça détruit des emplois, je dois en oublier d'autres aspects extrêmement importants là-dedans aussi. Donc on a créé cette association pour ça. Juste très rapidement pour finir, comment elle fonctionne? On a des collèges pour assurer une représentativité entre chacun des domaines scientifiques. Donc en noir 4 grands collèges scientifiques et en orange des collèges qui traduisent l'importance pour nous d'associer des entreprises, des collectivités territoriales qui ont leur propre collège, et également des associations qui œuvrent dans l'économie circulaire, que ce soit dans le réemploi, dans l'économie sociale et solidaire, etc. Voilà. Donc c'est avec cet ensemble qu'on avance en commun et qu'on cherche à apporter des solutions aux questions qui nous sont posées. Donc on a aussi des sections régionales, des réseaux de jeunes scientifiques et des groupes thématiques pour pouvoir travailler et animer un petit peu des questions transversales aux différents collèges. On organise des congrès scientifiques, et ça c'est le métier des chercheurs. Donc on en a eu un à Montpellier, un à Amiens. Le prochain sera à Toulouse en juillet 2026. Et on fait également de la science ouverte, c'est-à-dire que les résultats de nos recherches, on les publie et on les rend accessibles aux gens, s'ils veulent bien aller les chercher. Donc voilà, pour terminer, c'était l'idée de vous dire que pour ceux qui sont intéressés, on a un congrès scientifique donc, où les chercheurs viendront présenter leurs résultats. Mais on est ouvert et on a en attente de collaborateurs qui puissent sponsoriser ce congrès aussi. On a besoin pour le faire fonctionner, pour amener des jeunes et faire un taux d'inscription le plus petit possible, d'avoir un sponsoring de ça. Donc si vous avez des entreprises, si vous avez envie, on peut communiquer avec vous. Merci pour votre attention et la porte est ouverte aux questions. Donc, si vous avez des questions à poser, je vous fais passer le micro. Et voilà. Et puis un d'entre nous vous répondra ou tous groupés. Oh non. Est-ce que vous avez comparé l'impact carbone sur un pot de yaourt par exemple, entre du plastique et du verre qu'on ne consigne pas? Non, nous n'avons pas fait la comparaison avec le plastique. C'est seulement entre les différents modes de gestion du verre, mais pas le plastique. Mais c'est réalisable. Oui, en fait, ma question est tout à fait complémentaire de la vôtre. C'était avec la loi AGEC qui prévoit la fin de l'emballage à usage unique, et notamment tout l'embouteillage d'eau en plastique, donc voilà. Est-ce qu'il est, alors je ne sais pas si c'est de faire la comparaison, mais
d'extrapoler les chiffres avec le gisement, en fait, le gisement potentiel qui devrait être, parce qu'à part le verre, je vois pas ce qui va remplacer le plastique pour l'eau, par exemple, enfin pour les boissons, peut-être le carton. Mais... Oui, et on peut aussi utiliser le plastique plusieurs fois. On peut regarder l'exemple d'autres pays, par exemple en Europe, qui le font. Mais ça ne sera pas le même type de bouteilles plastiques. Il s'agit de bouteilles plus rigides, plus résistantes, conçues exprès pour être utilisées plusieurs fois, lavées et utilisées plusieurs fois. Et là, oui, on a eu aussi l'occasion de travailler sur la réutilisation du plastique, donc plastique à usage unique versus plastique réutilisé et lavé. Et évidemment, il n'y a pas photo, donc la réutilisation, d'un point de vue environnemental, je parle, est toujours meilleure que l'usage unique. Oui. Mais comme vous le savez sans doute, puisque vous posez la question sur les plastiques, il y a, dans le total du plastique qui est consommé, qui est utilisé dans le monde, il y a moins de 10% qui sont actuellement réutilisés ou réemployés ou recyclés. Donc c'est très très faible. Hein. Et il y a pas mal de spécialistes du plastique qui considèrent que c'est très difficile de faire monter ce pourcentage. Et plutôt que de s'évertuer à faire monter le pourcentage en question, il vaut mieux se poser la question des alternatives. Alors pour les liquides, c'est évidemment plutôt le verre qu'un autre. Mais pour beaucoup d'emballages où on utilise aujourd'hui du plastique, on pourrait très bien utiliser bien d'autres matériaux que du verre ou du plastique. Hein. On pourrait utiliser, quand vous allez faire vos courses et que vous achetez du vrac, ben vous pouvez très bien utiliser du papier par exemple, hein, ou même de la toile, de jute, des choses comme ça, vous voyez. Donc c'est plutôt que de phosphorer à se demander comment il faut faire pour augmenter le taux d'utilisation, de recyclage du plastique, de réutilisation, il vaut mieux se demander est-ce qu'il n'y a pas des solutions de substitution au plastique, hein, parce que ça c'est un vrai problème. Hein. D'autres questions ? Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je me questionnais sur la suite après de ces recherches, en fait. Est-ce qu'il y a une visée à solliciter les services de l'État ou le ministère sur comment justement faire changer ce système, comme vous preniez l'exemple du verre et comme vous l'avez dit, le système est déjà bien établi. Est-ce qu'il y a aussi des recherches, voilà, c'était la slide là que je voyais, ou je sais plus, enfin, c'était vers la fin. Ouais, maintenir le dialogue, d'accord, les pouvoirs publics. Ok. Alors, moi, je vais commencer à répondre, mais c'est la question que vous posez est fondamentale, hein, voilà. Bien sûr, hein, puisqu'on a bien dit que les approches techniques sont essentielles, mais il faut que le débat soit un débat social et sociétal. Hein. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est faire notre travail de chercheurs. Maintenant, ce sont des chercheurs impliqués dans la vie de la cité. Si on ne pensait pas cela, on ne serait pas ici. Hein. On est nécessairement ici parce qu'on veut dialoguer avec vous, on veut dialoguer avec les pouvoirs publics. Au niveau du Grand Toulouse, il existe 5 intercommunalités qui ont créé une commission prospective économique. Nous avons tous ensemble présenté nos travaux devant la commission prospective économique du Grand Toulouse, justement pour inciter les collectivités locales à aller vers l'économie circulaire. À leur dire, vous voyez, bon, s'agissant du verre, vous avez opté pour le verre depuis très longtemps, le recyclage du verre. Réfléchissez, est-ce que c'est vraiment la bonne solution, vous voyez? Donc on essaye de faire cette démarche-là, mais cette démarche, on ne pourra pas la faire tout seul. Hein. On doit la faire avec vous, avec les citoyens. Voilà, c'est une démarche collective. Hein. Pour compléter la réponse, en fait, il y a aussi ce qui est important pour nous, c'est qu'on comprenne les circuits. Là, par exemple, je vous montre le circuit du verre. Vous ne pouvez pas le trouver, en fait. C'est un travail qu'on a fait en recherche et on a besoin de comprendre ce circuit pour pouvoir en fait identifier les verrous, pour comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vous dit que vos impôts pour la taxe en fait, des ordures ménagères sert à récolter le verre, alors que le calcin il est vendu 23. Alors du coup ce chiffre il est plus à jour, c'est plus 23, c'est 15 € la tonne. Oui, parce qu'en fait il y a une convention qui est faite et on est au minimum du prix de vente. Donc comme ce circuit fonctionne super bien, le boucle là en fait que vous pouvez voir marche très très bien. Mais en fait le prix, il y a beaucoup de calcin
Donc en France, on a beaucoup de calcins et on n'a pas le droit de transformer le calcin du verre pour faire autre chose que du verre bouteille. On ne peut pas faire de la laine de verre, on ne peut pas en faire autre chose. Ça, c'est la législation française. On est arrivé à avoir 15 euros, 23 euros pour ce chiffre. Ce que je veux vous dire par là, c'est que pour nous, en tant que chercheurs, ce qui est important, c'est qu'on comprenne les circuits économiques, qu'on comprenne les impacts environnementaux. On veut apporter des réponses et comprendre le système pour aller au-delà, en fait. Si je fais le même exemple, alors on ne l'a pas présenté, mais si on fait pour l'Italie, c'est totalement différent. Parce qu'à l'Italie, le circuit marche tellement mal que c'est pas 23, c'est 125 euros la tonne. Parce qu'il n'y a pas de calcin, en fait, en Italie. Voilà. Donc il y a aussi ce système-là. Alors, oui. Bonjour, moi ma question se posait surtout sur le processus d'adhésion à l'association. Le processus d'adhésion à l'association. Aujourd'hui, est vrai que c'est de la recherche en économie circulaire. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous encadrez des doctorants ou c'est... Merci pour la question. Pas EFREC directement. Donc EFREC, c'est une association 19001. On n'embauche pas des gens. Donc, par contre, nous avons un réseau de chercheurs qui, eux, sont dans leur laboratoire et qui, eux, peuvent encadrer des doctorants. Donc, après, on va contacter les chercheurs qui, eux, mettent en place ce qu'il faut donc, pour un travail de doctorat. Si vous voulez adhérer, je peux vous laisser la diapo pendant quelques minutes, hein, c'est facile, vous avez qu'à cliquer sur le QR code et vous allez tomber sur la page qui vous permet de le faire. Mais attention, c'est réservé pour des chercheurs, y compris pour des aspirants chercheurs, c'est pas difficile. Mais il y a des entreprises, des laboratoires de recherche, etc. C'est gratuit pour un chercheur, c'est important de le dire. C'est gratuit aussi pour une association. Alors après, si l'association c'est la FEDEREC, c'est-à-dire l'association de tous les industriels du déchet, on peut discuter quand même, c'est pas d'accord. Mais l'idée c'est pas de financer la recherche. L'idée c'est de dire ce sujet est important pour nous, on est prêt à y mettre quelques billes de manière à soutenir le mouvement collaboratif de travail entre les chercheurs et la société. Voilà, la recherche elle est financée par ailleurs en B2B des fois, c'est-à-dire entre une entreprise et un ou plusieurs laboratoires avec quelques soutiens de l'État. Et voilà, juste sur ce sujet, un ordre de grandeur. En Occitanie, le coût de la gestion de vos déchets, c'est à peu près 120 € par personne et par an. D'accord ? La région a financé le programme Circulade dont je parlais tout à l'heure, avec quelque chose qui était très confortable pour nous. Pas une énorme masse d'argent, mais suffisamment pour qu'on puisse faire ça. Et ça a coûté à la collectivité 0,08 € par citoyen et par an. 120, 0,08. Donc vous voyez, il y a de la marge quand même. Chacun dans vos communes, allez demander que soit reversé à la IFREC l'équivalent de la subvention à la plus petite association de votre commune. Nous, ça nous va. Avec ça, je pense qu'on peut financer même la recherche. Alors, moi, j'avais juste une question par rapport au processus de consigne du verre. Je voulais savoir si à l'heure d'aujourd'hui, on disposait des acteurs et des infrastructures nécessaires pour consigner et nettoyer tout le verre qui est actuellement sur le marché. Non, pas tout le verre. Mais il existe des circuits déjà bien établis localement à petite échelle. Donc ce qui fonctionne à petite échelle peut fonctionner aussi à une échelle plus grande. Mais à l'échelle du pays, il n'y en a pas actuellement. En fait, il existe au niveau de 4 régions françaises une initiative qui est une initiative régionale pour effectivement développer la consigne du verre. Le problème, si vous voulez, c'est que la filière recyclage, qui est pas la bonne du point de vue énergétique, comme vous l'avez compris, du point de vue écologique non plus, cette filière-là, elle est, comme Ligia l'a dit, comme nous l'avons dit tous, elle est extrêmement bien établie, avec des opérateurs qui tiennent beaucoup à ce que cette filière
continue de prospérer en quelque sorte. Et vous voyez que le recouvrement entre une approche strictement économique, il faut maintenir les emplois, maintenir les capacités de production, etc., et une approche écologique, le recouvrement ne se fait pas toujours très bien. Donc la question qu'on doit se poser, nous, c'est, comme chercheurs, puisqu'on est aussi bien en sciences dures ou en sciences économiques, sociales, moi je suis économiste par exemple, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour que le modèle économique et le modèle écologique parviennent à coïncider. Parce que aussi longtemps qu'ils ne coïncident pas, il est clair que dans le monde dans lequel on vit, c'est malheureusement le modèle économique qui va primer. Ou plus exactement, le modèle d'économie financiarisée dont a parlé tout à l'heure Ludovic. Peut-être pour compléter la réponse, l'idée d'une infrastructure nationale n'est pas forcément la bonne, parce que pour faire circuler les bouteilles et des bocaux, on peut se contenter de boucles très locales. D'accord. Bien sûr, on va recycler en Occitanie des bouteilles qui auront peut-être été remplies de vin en Bourgogne, mais c'est pas très grave, à condition que c'est l'ensemble qui compte. On n'est pas obligé de ramener les bouteilles à l'endroit où elles ont été initialement remplies. Vous voyez, donc ça, on revient à la notion de territoire dont on parlait tout à l'heure, qui est extrêmement importante. Et j'ai encore une question à droite. Bonjour, Grégory et Aurel. C'est dans la continuité, en fait, toujours sur le verre et sa réutilisation. Merci déjà pour cette étude très précise. Est-ce que dans ces études-là, vous avez intégré l'offre commerciale, c'est-à-dire en amont la production de bouteilles, par exemple, et justement le besoin. Il y a le besoin du consommateur, il y a le besoin des utilisateurs. Pour préciser ma question, je suis vigneron. J'utilise beaucoup de bouteilles dans ma démarche professionnelle et je suis outré du volume du catalogue des offres par forme, par couleur, par poids, par type de bouteille, par typologie. Et plus on a une offre, et plus il est difficile de gérer cette réutilisation. C'est un paramètre que j'ai évoqué avec des directeurs commerciaux de ces productions-là, et pour lequel il y a des bureaux marketing qui sont censés vendre, faire du chiffre d'affaires pour vendre. C'est un paramètre très très important en fait pour comprendre le processus dans son intégralité et savoir comment faire, peut-être comme les Allemands avec leurs bouteilles de bière notamment, pour réduire pour faciliter cette gestion-là. Une réponse très opérationnelle, c'est clair qu'il faut standardiser les bouteilles de manière à faciliter le réemploi. Mais je vais vous donner une réponse un peu plus conceptuelle en vous disant qu'en réalité, il y a le modèle de l'économie linéaire est un modèle qui est extrêmement bien établi. Donc pour déstabiliser ce modèle-là, ça va être très difficile. Il y a beaucoup d'obstacles pour sortir du modèle d'économie linéaire, mais ces obstacles-là ne sont pas les mêmes que les obstacles que l'on va rencontrer pour développer l'économie circulaire. Il ne faut pas se méprendre. Il y a d'une part les difficultés à sortir du modèle d'économie linéaire, et puis il y a les difficultés à entrer dans un modèle d'économie circulaire. Et là, il faut réfléchir les deux difficultés, parce que si il y a des difficultés financières évidemment, parce que si on ne pense pas de manière systémique, et on n'y arrivera pas. Je peux compléter aussi pour l'étude que nous avons faite. En fait, l'acteur économique central, il a choisi la standardisation des contenants. Donc, il n'a que quelques modèles, taille. En fait, c'est la taille qui compte, des modèles standards qu'il achète en grande quantité, qu'il a acheté en grande quantité, et comme maintenant, il ne fait que remplacer le verre cassé, finalement. Oui, c'est fondamental. Bien, je crois que nous sommes obligés d'arrêter. Nous sommes des consommateurs aussi de vin, et je fais attention à ça en achetant mon vin, et j'en trouve. Donc voilà, on peut vous donner des acteurs qui revendent si vous ne les connaissez pas déjà, mais je pense que vous devez les connaître. Nous vous remercions de votre participation et des questions. N'oubliez pas que la question sur le verre était juste pour pouvoir passer des messages, mais pas uniquement sur le verre. C'est quelque chose qui devrait être étudié plus en profondeur encore. Mais nous avons les compétences, c'est-à-dire nous avons des chercheurs de tous les domaines, y compris le marketing, etc., qui travaillent là-dessus, la réflexion, l'aspect du consommateur aussi, etc. Donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation. Merci à mes collègues d'avoir
d'avoir participé à cette journée et nous vous souhaitons une bonne fin de salon et nous sommes à votre disposition pendant au moins 2 d'entre nous pendant quelques minutes. Nous devons aller discuter avec la région dans 1 heure dans notre laboratoire, c'est-à-dire à peu près 3/4 d'heure de route d'ici. Merci beaucoup.